bonjour à tous et je vous remercie pour cette invitation parce que c'est vrai que c'est un moment important pour moi de retrouver certains que je n'ai pas vus depuis bien longtemps et de venir faire un point à un moment sur l'état des recherches sur les relations entre l'école et le musée. Donc, pardon. Je suis didacticienne des sciences, je travaille à l'université Lille 3 dans le laboratoire de recherche Théodile Sirel et mes recherches portent sur deux axes. Donc il y a un axe dont je vous dis quelques mots là maintenant, mais je ne le développerai pas. Donc c'est l'axe sur les phénomènes d'enseignement et d'apprentissage dans les classes de sciences. Donc j'ai pu travailler dans ce cadre-là sur l'effet de différentes pédagogies par exemple, ou alors sur un concept qu'on a développé dernièrement dans notre laboratoire autour de la conscience disciplinaire, c'est-à-dire comment l'image des disciplines peuvent peser sur la réussite ou l'échec des élèves. Donc ça, c'est un premier axe. Je pense qu'on ne va pas en avoir... en fait, on ne va pas avoir le temps d'en discuter ce matin, même si c'est lié à ce deuxième axe, qui est pour moi un axe historique, puisque je travaille donc sur les relations entre l'école et le musée depuis ma thèse de doctorat qui date déjà maintenant, puisque je l'ai faite au Muséum national d'histoire naturelle avec Yves Giraud, puisque j'ai suivi cette formation du DEA de muséologie des sciences de la nature et de l'homme, et j'en ai un souvenir assez extraordinaire. Donc depuis cette première recherche, donc je travaille sur les relations entre l'école et le musée. Alors, avant de venir ici, j'étais un petit peu dans ce questionnement-là qui est, on m'avait annoncé 20-25 minutes, cette thématique. J'y travaille depuis 95 environ. C'est un exercice difficile. Donc, je suis passée par toute une série de possibilités jusqu'à celle que je vous propose maintenant, qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire, elle a évidemment ses forces et ses faiblesses. Mon choix a été de ne pas présenter une recherche dans sa totalité, c'est-à-dire que le temps ne nous le permet pas, mais plutôt de prendre du recul sur les recherches que j'ai pu réaliser et essayer de voir quelles sont les questions qui m'ont animée, quels sont les axes de recherche, quelles sont les notions sur lesquelles je me suis arrêtée, puisque de mon point de vue, ces questions de recherche, ces questions de chercheurs sont nécessairement en écho avec les professionnels de l'enseignement que vous êtes. Donc ça va me permettre d'aborder la visite scolaire, la relation entre l'école et le musée du point de vue de la recherche et dans ces dialogues avec les enseignants. Donc, comment en tant que chercheur, je travaille sur les visites scolaires au musée? Comment je vais interroger les lieux? Comment j'interroge les contenus? Comment j'interroge les situations? Les discours, les parcours, les représentations? Alors, ces questions-là, je les aborde maintenant en m'enracinant sur mes recherches, mais sans les développer. Donc peut-être pour commencer, il faut partir de quelque chose qui paraît banal et en même temps à poser pour commencer. Les relations école-musée, la visite scolaire au musée, c'est une rencontre symbolique de deux institutions qui sont pas rien en France, c'est-à-dire d'un côté l'école et de l'autre côté le musée. Deux institutions qui ont certes des points communs. Si j'utilise des mots très flous, très mous, je pourrais dire qu'ils ont affaire avec des publics. Bon, voilà. Mais en même temps, si on creuse un peu, on voit bien qu'on est sur des publics très différents et sur une nature de public très différente. Et puis, ils ont affaire à des savoirs qu'ils doivent à un moment partager. Ok. Tout ça, c'est très flou, c'est très mou. On a l'impression qu'avec ça, on a dit des points communs. En même temps, on a énormément de choses qui font distinction entre l'espace de l'école et l'espace muséal. Pour peut-être pointer quelque chose qui est essentiel et sur lequel les didacticiens ont commencé à travailler très tôt, c'est que l'école est un espace d'enseignement et d'apprentissage. Quoi que veut l'enseignant, quoi que veut l'élève, l'un est tenu d'enseigner, l'autre est tenu d'apprendre. Au musée, le visiteur n'est pas tenu d'apprendre. Alors après, on pourrait se dire, oui, mais dans la visite scolaire, est-ce qu'il l'est ou pas? Il vient avec l'école. Ben voilà, ça a été une de mes premières questions de recherche sur lesquelles je vais revenir. Donc pour avancer sur cette histoire de la relation école-musée,
je devais nécessairement faire un tour par rapport à la mise en place de cette relation. Comment, historiquement, en France, cette relation s'est mise en place? Alors, j'étais à l'époque jeune, très enthousiaste. Je commençais ma thèse et je me suis dit, je vais donc trouver quelques ouvrages qui vont me permettre de parler de ça. Très clairement, il n'y en a pas. Très clairement, il n'y avait pas d'histoire de la relation école-musée. Le musée avait écrit sur le musée, l'école avait écrit sur l'école, mais sur les relations école-musée, j'étais dans une grande difficulté. Donc, toujours très enthousiaste, puisque toujours jeune à l'époque, je vais commencer ma recherche en me disant, c'est pas grave, je vais aller chercher des documents qui me permettent de reconstruire cette histoire-là. Et alors ça, c'est quelque chose que, voilà, j'ai envie de vous faire entendre à vous, enseignants, formateurs. Je me suis retrouvée face à un vide relatif du côté de l'école. C'est-à-dire que nous savons tous ici à quel point il se passe tous les jours dans des écoles des choses extraordinaires. Il y a des innovations permanentes dans les classes. Où sont-elles archivées? Finalement, elles sont très peu archivées. C'est-à-dire que les enseignants, dans leur pratique, font beaucoup, écrivent beaucoup pour eux, et finalement partagent peu en dehors de certains cercles. Et donc, quand j'ai eu à reconstruire cette histoire-là, je trouvais un nombre de documents relativement considérable du côté des musées pour qui l'archivage, c'est une autre histoire. Évidemment, c'est au cœur de leur travail. Et puis, beaucoup moins de choses du côté de l'école. J'ai fait avec et j'ai pu quand même mettre en place différents éléments sur cette approche historique. Alors, qu'est-ce que je peux en retenir ? D'abord, sur le développement des visites scolaires dans les musées. Ça s'est véritablement développé en France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 50, il y a eu une nécessité d'accueillir les groupes scolaires. Donc, nécessité d'accueillir les groupes scolaires dans les années 50 avec des réticences fortes. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par réticence. Très clairement, je peux vous dire que c'était des réticences du point de vue du musée qui, tout d'un coup, devait prendre en compte un public qu'il connaissait peu, et pour certains musées qu'il ne connaissait pas. Et puis, il y a aussi des résistances du point de vue de l'école. On y pense moins, on a tendance à penser que les enseignants se sont dit c'est une opportunité, c'est une aubaine, allons-y. C'est pas précisément les traces que j'en trouve. Je vous donne juste un extrait. Donc là, on est en 1954. C'est Geneviève Carte qui est chef des services éducatifs des musées de France et qui rapporte les propos d'un enseignant à qui elle a expliqué la nécessité de se rendre au musée avec sa classe. Donc lui dit « Ah non, nous devons déjà apprendre suffisamment de choses ennuyeuses et indispensables à nos pauvres élèves, la table de multiplication, la règle de 3, l'accord des participes. S'il faut encore les conduire dans les musées et leur demander de reconnaître tout ce qui s'y entasse, les ennuyer avec de telles leçons supplémentaires, non, non, laissez-nous tranquilles avec ces visites de galeries et permettez à nos enfants de jouer et de s'épanouir en toute liberté. » Si j'ai choisi cet extrait-là, c'est pas parce que c'est parce qu'il était représentatif de nombreux témoignages que j'ai pu trouver. Je vous ai pas, j'ai choisi un autre témoignage du point de vue des musées, vous allez voir, mais il y a quand même des résistances du côté de l'école pour sortir dans ces lieux-là. En même temps, quand on lit cette déclaration, on s'interroge sur les représentations que cet enseignant a sur le musée, mais on peut légitimement s'interroger sur les représentations qu'il a de l'école aussi. C'est-à-dire qu'il y a un positionnement tout à fait particulier dans son rapport à l'école, à l'institution scolaire, mais aussi à l'institution muséale. Donc, développement dans les années 50, réticence de certains partenaires, et il y a une chose que je voulais aborder. Que je voulais aborder ici, c'est sur l'image aussi des disciplines. C'est-à-dire que quand on dit aux écoles, vous allez devoir sortir dans les musées d'art et les musées de sciences ne sont pas pensés de la même manière. Donc je vous donne là un extrait que je trouve très parlant, donc du directeur adjoint des musées de France en 1954. Nous sommes dans une conférence sur les musées et l'enseignement. Donc il dit, dans un groupe d'enfants, il y a ceux qui sont aptes à recevoir et ceux dont on sait d'avance que l'on pourra leur montrer les plus belles choses, les œuvres les plus prenantes du monde et qu'il n'en demeurera aucune trace dans leur esprit.
peut-être cela, au contraire, retirerait-il meilleur profit d'une visite à un musée d'histoire naturelle. Alors, cette citation-là est assez caractéristique de cette idée qu'il y a la culture. Alors, j'ai envie de dire, c'est vraiment une envie de dire qu'à l'époque, il y a la culture qui est l'art et que la culture scientifique n'est pas encore pensée comme telle. Quand je dis ça, je considère qu'elle le serait aujourd'hui par tous. Donc rêvons un peu et disons-nous que c'est ça dont il s'agit. Évidemment que ça s'installe comme ça, évidemment que c'est construit comme ça, évidemment que nous rencontrons encore des réticences pour entendre que la culture est aussi la culture scientifique. En tous les cas, il y a une image très décalée. Mais cette image décalée de ce que sont les musées d'art et de ce qu'ils proposent, de ce que sont les musées de sciences et ce qu'ils proposent en termes d'accès à la culture, peut aussi être pensé par rapport au ministère de tutelle. C'est assez amusant d'aller regarder les musées aujourd'hui et de regarder quels sont les ministères de tutelle. Entre les grands musées d'art que sont le Louvre et autres, qui sont sous la tutelle du ministère de la Culture, et d'autres musées comme le musée d'histoire naturelle, qui sont entre autres, j'ai bien entendu tout à l'heure, d'autres ministères, mais de l'éducation nationale. Donc il y a aussi des rattachements institutionnels qui disent quelque chose d'un décalage entre la façon qu'on a de penser les différentes cultures. Donc, après cette période-là, on arrive dans les années 70 où là, le développement est considérable. C'est-à-dire que nous rentrons, selon les disciplines, sur des pédagogies différentes et entre autres, les activités d'éveil poussent à la sortie effectivement dans la nature, mais la sortie aussi qui peut être au musée. Donc dans les années 70, il y a une multiplication des visites scolaires dans les musées. Depuis, ça ne s'arrête pas. Il y a certains musées qui ont 80% de leurs visiteurs qui sont des visites scolaires, les 20% étant des familles. Quand je dis ça, je suis davantage sur les musées d'histoire naturelle en région. Alors, il faut accueillir les visiteurs scolaires, très bien. Puisque nous devons le faire, nous allons le faire. Et là, j'ai trouvé de très très beaux textes sur on nous demande d'accueillir les scolaires. Qui peut le faire ? Qui sait parler à des élèves ? Et il s'est mis en place une chose en France qui n'existe qu'en France, de cette manière-là. La réponse a été relativement évidente. Si nous devons parler à des élèves, qui est formé pour le faire ? Des enseignants. Et donc, il y a eu des enseignants qui ont été détachés dans les espaces muséaux. 1 heure, 2 heures, un mi-temps, la totalité de leur service. Et nous les avons encore aujourd'hui dans les musées. Avec de ce que j'ai pu trouver comme indication autour de ça, et pour avoir travaillé beaucoup sur les discours des enseignants détachés et des responsables pédagogiques, avec un implicite total sur qui devait faire quoi. Mais travaillons ensemble pour le même public. Donc il y a une vraie difficulté, de vraies tensions qui se mettent en place dans les services pédagogiques, mais la France choisit de donner la parole aux enseignants au sein du musée, en se disant « nous prenons en compte le public, la spécificité du public », alors qu'on aurait pu se dire, comme dans d'autres pays, nous prenons en compte la spécificité du lieu, et notre médiateur doit rendre compte de ça. Donc on voit bien ici comment, historiquement, cette situation se met en place. Alors on peut regarder aussi, du point de vue de l'historique, les pratiques qui vont être mises en place dans les premiers temps. On a le questionnaire qui va arriver très très vite, et qui existe encore aujourd'hui, mais de façon très différente. En fait, il faut se rendre compte, et ça je crois qu'on le dit très peu, que quand un enseignant, à l'époque ou aujourd'hui, veut sortir de sa classe, de son établissement, il lui faut une énergie considérable. Voilà, c'est pas facile de trouver l'argent pour le bus, parce que c'est quand même ceux qui coûtent le plus cher pour le déplacement. C'est pas facile d'avoir en ligne les responsables pédagogiques avec qui on veut discuter, et je le dis ici de façon très détendue, encore moins à Paris qu'en région, parce qu'effectivement à Paris on est sur des plateformes qui font que ça devient très difficile de pouvoir parler à quelqu'un qui est en charge de l'animation. Donc il y a un travail phénoménal qui est fait du côté de l'enseignant. Et il se dit, on va avoir 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure sur place, il faut absolument que ce soit rentable. Pas toute cette énergie pour rien.
Et donc, il y a une forme de représentation qui est, il faut qu'on ramène du matériel. Et ramener du matériel et être sûr de l'avoir ramené, il faut l'avoir écrit. Et donc, il y a les questionnaires qui sont mis en place. Alors, ça s'interroge. Hein. J'ai travaillé, je ne suis pas la seule. Éric Triquet, ici, a beaucoup travaillé sur ces outils-là au musée. Et donc, mais qu'est-ce qu'on fait quand on donne ces documents-là ? Quand on analyse ces premiers documents historiques, on se rend compte que il fallait que le matériel qui revienne en classe soit relativement objectif. Et donc, que les élèves ne soient pas mis dans une situation d'interprétation de l'objet ou de lecture de l'objet, mais davantage sur de la lecture de texte. Et donc, les élèves sont amenés à lire les cartels. Ils vont dans un musée, ils arrivent avec leur questionnaire, ils déplacent leur regard depuis l'objet vers le cartel ou le document qui comporte la réponse aux questions qu'on leur demande. Donc, ça a beaucoup changé dans le temps, mais historiquement, c'est ça qui se met en place. Il y a des textes magnifiques qui racontent comment les élèves peuvent être perturbés en quittant leur classe, en prenant les transports pour arriver dans un lieu qu'ils ne connaissent pas. Et donc, certains musées ont décidé de les perturber le moins possible et donc de leur offrir des salles qui ressemblent aux salles de classe. Et donc, ont été mis dans des musées. Alors, il y a des débats magnifiques qui expliquent pourquoi l'élève, en sortant de l'école, doit rester élève. Mais c'est intéressant de le penser comme ça. Doit rester élève pour continuer le travail dans un autre espace. Et donc, on va créer des salles dans lesquelles les élèves se retrouvent très facilement. Et il y a, à côté des espaces d'exposition, des classes, des salles de classe où les élèves vont s'installer pour faire le travail, qui peuvent être une introduction à la visite, qui peuvent être une introduction et une conclusion à la visite, et qui peuvent parfois se transformer en visite. C'est-à-dire qu'il est difficile d'observer certains spécimens dans des galeries, et donc il y a en réserve du matériel qui n'est pas du matériel scientifique, qui devient du matériel pédagogique. Et donc on dit aux enseignants, vous voulez travailler sur la dentition, écoutez, vous pouvez aller voir dans l'exposition, mais vu les naturalisations, ça va être un peu compliqué. On a quelques objets qui sont extraordinaires qu'on peut vous donner dans cette salle-là, donc regardez-les. C'est terriblement intéressant pour les enseignants. Sauf que très rapidement, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile de déplacer 3-4 objets, un CD, une malle pédagogique, que 30 élèves. Et donc finalement, on a atteint quelque chose qui est une sorte de limite. Le déplacement de l'école vers le musée n'exploitait pas ce qui était spécifique au musée. Ce que je disais tout à l'heure de l'élève qui quitte la classe, qui est maintenu dans une position d'élève, fait qu'il ne devient jamais visiteur dans ces activités-là. Donc il y a un déplacement des activités scolaires vers un autre espace, et j'ai considéré qu'il s'agissait, de mon point de vue, d'une scolarisation de l'espace muséal. C'est-à-dire que les pratiques scolaires, à un moment, vont entrer dans le musée et devenir les pratiques du musée. Alors, on peut regarder aussi, qu'est-ce que je regarde dans mes recherches ? Donc là, d'un point de vue historique, les situations. Je peux regarder aussi la question des contenus. Donc on peut s'intéresser de façon spontanée, on peut se dire il y aurait des contenus scolaires et il y aurait des contenus muséaux, et ils seraient différents. C'est pas simple, et je vais essayer d'expliquer un peu comment je peux interroger la chose, mais bon. Les premiers sont référés à des disciplines scolaires, à des découpages disciplinaires scolaires, qui entrent dans un programme scolaire, qui est donné à la vue de tous. On peut le discuter si on veut, mais il est là. C'est un découpage, il est accepté par la société, et c'est ce qui fait fonctionner l'école. Les contenus muséaux, si on est sur les contenus scientifiques, ils ne sont pas référés de la même manière. C'est-à-dire que les disciplines scolaires existent pour l'école, les disciplines telles qu'elles existent à l'école n'existent pas dans l'espace muséal. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes disciplines qui fonctionnent. Les disciplines de recherche les disciplines scolaires ne sont pas calquées sur les disciplines de recherche. Voilà. Il y a une filiation, ça ressemble, mais c'est pas tout à fait la même chose. De plus, quand je parle de contenus muséaux, c'est pas simple. Est-ce que je parle des contenus dans les musées? Et dans ces cas-là, je parle des contenus en prenant en compte que le musée, c'est aussi et surtout l'espace de réserve. D'accord? Pas ce qui est montré,
ce qui est conservé? Ou est-ce que je parle des contenus des expositions? Pour vous donner une petite idée, le musée d'histoire naturelle de Lille a en réserve 98% de ses collections. 2% sont montrés dans les expositions. Quels sont les contenus du musée? Le musée peut aborder des contenus qui sont liés à ce qui est montré, mais il peut aborder des contenus qui sont liés à tout ce qui n'est pas montré, ou ce qui est montré rarement. Donc il y a ici une question sur les contenus qui montrent à quel point ils sont pensés différemment. De plus, quand on regarde les contenus muséaux du point de vue de l'exposition, ce qui est montré est un point de vue scientifique, un point de vue validé, mais c'est un point de vue. C'est-à-dire qu'une autre équipe au travail réaliserait une autre exposition. Donc, c'est un point de vue, c'est une mise en scène, un point de vue autorisé certes, mais un point de vue tout de même. Les contenus ne se superposent pas. Ce qui veut dire que même si on tente de le faire dans les visites scolaires, nous ne pouvons pas penser qu'il y a une superposition simple des contenus scolaires et des contenus muséaux. Maintenant, je vais regarder ce que me disent les enseignants de ça. Comment je le regarde? En les interrogeant sur les objectifs de la visite. Quels sont les objectifs de la visite scolaire quand vous sortez? Et là, de façon tout à fait massive, très clairement, en France, on a 2 types d'objectifs qui nous sont donnés. Le premier objectif est toujours d'ordre, on va dire, scientifique. Le contenu qui va être travaillé, qui est lié au cours que nous sommes en train de faire, que nous allons faire, au projet. Donc on sort pour travailler ce que nous avons besoin de travailler à l'école. Mais les enseignants ne s'arrêtent pas là. Les enseignants disent, ce que je veux aussi, c'est faire sortir mes élèves, les amener dans un espace, par exemple, selon les espaces dans lesquels vous travaillez, il y a des enseignants qui peuvent dire, j'ai envie de partager avec eux la possibilité d'un autre espace culturel. J'ai envie de leur faire mettre les pieds au musée. Ils ne connaissent pas, ils n'y vont pas avec leur famille, et donc il y a cet objectif-là qui s'ajoute au premier, qui est l'objectif, on va dire, culturel. Malheureusement, si je regarde les enquêtes de public qui sont réalisées sur les publics, sur les visiteurs de musées, le fait que les visites scolaires au musée se soient multipliées depuis les années 50, depuis les années 70, n'ont pas modifié la composition des visiteurs actuels. Il semblerait, alors je le dis sans aucune nuance, donc prenez ça sans aucune nuance, parce que ça devrait être nuancé, mais c'est comme si la formation à l'utilisation du musée continuait de passer par l'espace familial. Comme si je peux retourner dans un musée parce que je sais y trouver ma place, parce que j'y suis allée plusieurs fois dans le contexte familial. Y aller une fois de temps en temps avec le musée ne m'autorise pas, quand je n'ai pas cette culture-là, à me dire plus tard, j'y ai ma place, je sais comment faire. La plupart du temps, certains publics potentiels peuvent dire, je n'y rentre pas, parce que c'est trop cher. Mais si on regarde leurs activités, on voit à quel point ils peuvent mettre le prix sur une place de cinéma. En fait, ils n'y vont pas pour d'autres obstacles. Et les obstacles sont culturels, psychologiques, c'est je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas y faire. Je ne sais pas, j'arrive et je ne comprends pas. Donc le problème, c'est moi. On pourrait aussi dire, j'arrive dans un musée, je ne comprends pas. Le problème, c'est celui qui a fait le musée. En tant que didacticienne, ce que je me dis, c'est quand il y a un visiteur qui ne comprend pas dans une situation, ce n'est pas la faute du visiteur, ce n'est pas la faute du muséologue, du muséographe ou des personnels de musée, mais il y a dans cette situation un dysfonctionnement, essayons de le regarder. Et ça peut être analysé de différentes manières. Donc, les enseignants se donnent comme objectif finalement de former l'élève, mais de former le visiteur. Maintenant, la question est de savoir si le musée est utilisé comme ce que j'ai appelé un lieu de ressources scientifiques, c'est-à-dire au même titre qu'un manuel scolaire, qu'une encyclopédie, qu'un DVD, donc un lieu de ressources scientifiques, ou un lieu de ressources spécifiques, c'est-à-dire spécifique par sa mise en scène, par le fait que ce soit un média qui ne ressemble à aucun autre. Quand j'arrive à me poser cette question-là, je passe à la thématique des sujets, qui est au cœur de mes recherches.
Finalement, quand on se pose cette question-là, c'est un lieu de ressources scientifiques, c'est un lieu de ressources spécifiques. Quand on se pose les questions des objectifs scolaires et culturels, ben, moi j'en arrive à me dire, mais qui on forme? L'enfant, l'élève, l'apprenant, le visiteur. Qui on accueille? Comment les institutions constituent le sujet? C'est-à-dire, en tant qu'enseignant, quand vous accompagnez vos élèves dans le musée, est-ce que ce sont des élèves pour vous? Est-ce que ce sont des visiteurs? Est-ce que ce sont des élèves visiteurs? Est-ce que leur part d'enfant, d'adolescent est acceptée? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous n'accepteriez pas? Donc, comment ils sont constitués par les acteurs, par eux-mêmes? Est-ce que eux sont soumis aux mêmes règles quand ils viennent en famille au musée, avec leurs copains ou avec la classe? Est-ce qu'ils s'envisagent de la même façon? Nous avons en ce moment en cours une recherche dans le laboratoire autour de ces questions-là, où nous travaillons sur les visites familiales, scolaires, extrascolaires, périscolaires, pour voir comment le sujet se constitue et est constitué par l'institution et par ses pairs. Et puis, ce sujet-là, depuis tout à l'heure, je dis enfant, élève, apprenant, visiteur. Ce que je n'ai pas dit, c'est élève de sciences aussi. C'est-à-dire qu'un élève, c'est pas un élève. C'est un élève disciplinaire, très rapidement. L'élève sait qu'il y a des choses qui se disent dans certaines disciplines qui ne se disent pas dans d'autres, qu'il y a des façons de dire dans une discipline qui ne sont pas les mêmes que dans une autre. Il reconnaît les disciplines. Et quand il ne les reconnaît pas, effectivement, il est mis en échec rapidement. Un des premiers éléments qui lui est demandé, c'est de réussir à comprendre les contours de la discipline pour savoir comment y jouer, comment prendre place, comment prendre parole et comment faire acte dans la discipline. Et les autres sujets, alors ceux-là aussi, ils sont passionnants, les enseignants et les médiateurs. Alors j'ai travaillé sur cette relation-là et je l'ai étudiée dans une comparaison entre la France et le Canada. Cette relation enseignant-médiateur, elle est pleine de tensions, elle est pleine de non-dits, elle est pleine d'implicites. Il se joue quelque chose de fondamental pour chacun d'entre eux dans un moment terriblement court, et il est possible qu'ils ne se soient jamais rencontrés avant. Pas qu'ils n'en ont pas envie, mais les institutions ne le permettent pas toujours. Et ils ont à vivre quelque chose d'essentiel, sur lequel l'un et l'autre portent un regard sur l'un et l'autre, qui est assez difficile. Donc, on peut se poser cette question-là. Quand il y a une visite scolaire dans un musée avec un médiateur, qui tient le discours du spécialiste? Qui est spécialiste des contenus? Qui est spécialiste de la gestion de la classe? Qui tient les discours? Mais les discours de contenu ou les discours de maintenant tu vas t'arrêter, tu vas rejoindre le groupe, voilà. C'est basé sur une série d'implicites. Moi, je trouve ça intéressant de savoir, quand on discute avec les uns et les autres là-dessus, qui est responsable de la classe, selon si ça se passe, la visite s'est bien passée ou mal passée, on a des réponses différentes. Voilà. Sachez quand même qu'au Canada, l'enseignant est tellement court-circuité parce qu'on a tellement peur qu'il ramène trop de scolaires dans cet espace-là, que c'est le médiateur qui prend tout en charge jusqu'à évincer l'enseignant qui peut, durant la visite scolaire, aller prendre un café à la cafétéria. Voilà. Donc on est dans un espace culturel particulier, on voit des distinctions se faire selon les autres espaces géographiques. Bon, donc on a, j'ai travaillé là-dessus et c'est intéressant de voir aussi comment les uns et les autres parlent de ce qu'est une visite réussie ou ratée et ils n'en ont pas les mêmes indicateurs. Quelques questions méthodologiques pour poursuivre et bientôt pour finir, je regarde... Et très bientôt pour finir, une visite de groupe, est-ce que c'est finalement une visite collective ou alors une agrégation de visites singulières? C'est-à-dire que cette question-là que je pose, elle peut se poser dans la classe. Nous faisons un cours. Nous voyons ce qui se passe dans le cours. Qu'est-ce qui se passe pour chacun? Peut-être pas la même chose, sûrement pas la même chose. Et quand on pense la visite scolaire et qu'on veut que tout le monde entendent le même discours et voient la même chose alors que les centres d'intérêt peuvent être différents, ça nous intéresse beaucoup. Dans la recherche que nous menons actuellement, pour travailler là-dessus, entre autres, ce que nous avons fait, c'est que nous filmons les visites scolaires, les visites familiales et les autres, en plan large et avec une GoPro sur la tête de certains élèves ou enfants de la famille choisie, pour voir les itinéraires de visite et comment les itinéraires de visite, parfois, ne sont pas les mêmes malgré l'illusion que nous en avons.
Autre chose, une question redoutable du point de vue de la recherche, et si quelqu'un me dit à la fin, vous avez posé cette question, quelle est donc la réponse? Je n'y répondrai pas. Comment je découpe moi en tant que chercheur la situation? Je travaille sur les visites scolaires au musée. Quand est-ce que je commence à regarder? Quand vous arrivez avec votre classe au musée en disant, ben voilà, ça y est, c'est bon, ils sont là géographiquement, donc ça commence. Alors que vous avez travaillé 15 heures, 10 heures avant dans la classe et que vous avez préparé les élèves de telle manière à ce qu'ils arrivent outillés de façon spécifique. Est-ce que je prends en compte le temps du bus qui met en place une relation autre entre les élèves et l'enseignant et qui est souvent, je suis désolée de vous le dire, mais je ne peux pas vous cacher ça, le moment préféré des élèves. Sauf dans la grande galerie de l'évolution où s'ils peuvent prendre les ascenseurs vitrés, ils préfèrent ça au bus quand même. Voilà. Mais ce sont des moments qui sont très forts pour les élèves, c'est-à-dire que ça participe au plaisir de visite. C'est pas anecdotique ce que je suis en train de dire. C'est juste que pour eux, quand on leur dit qu'il y a une sortie, il y a aussi ce plaisir-là, d'un moment de partage avec l'autre, du selfie qu'on va faire avec sa copine, et dans le bus, et devant l'éléphant, par exemple. Et je termine là maintenant, je vous l'assure. Si je veux essayer de résumer très rapidement les éléments que je peux prendre en compte quand je travaille sur la visite scolaire au musée, je prends des éléments qui sont en tension, en fait. Les sujets. Quels sujets j'étudie? Les élèves, les visiteurs, des élèves visiteurs, des enfants, des élèves disciplinaires? Comment je les construis en tant que chercheur? Parce que je m'interroge à la façon dont eux-mêmes se constituent et comment les institutions les constituent. Quand je travaille sur les contenus de savoir, pareil, j'ai parlé tout à l'heure des contenus scientifiques, des contenus muséaux et de cette compétence-là à savoir visiter un musée. Mais cette compétence à visiter un musée, c'est une compétence à interroger une mise en scène. Ce qui fait que le visiteur, parfois, a des hypothèses qui sont complètement problématiques aux yeux du scientifique. Je vois quelque chose dans une galerie et j'interprète complètement à côté par rapport à ce que voudrait celui qui a mis en place ça. Bon, est-ce que c'est raté pour autant? Malgré tout, c'est un contenu qui va émerger durant la visite scolaire. On va travailler sur la mise en scène des contenus et on va travailler sur les phénomènes en jeu en se posant toujours cette question-là qui, je pense, doit être au cœur des réflexions des médiateurs scientifiques, mais aussi des enseignants. La visite au musée, certes, elle fait travailler l'école qui a cette obligation d'enseigner et d'apprendre, mais travailler avec une institution qui a... Enfin, quand on voit la définition par l'ICOM de ce qu'est un musée, c'est d'abord défini comme un lieu de délectation, avec toutes les missions que vous avez données tout à l'heure, mais un lieu de délectation. Il n'y a pas d'obligation à sortir d'une exposition en ayant appris quelque chose. Et les premiers travaux didactiques montraient qu'après les expositions, souvent les visiteurs avaient des appris. Les sociologues pouvaient considérer que donc l'exposition était mal faite, les didacticiens disaient justement il s'y passe un truc. Donc voilà, donc on est sur des phénomènes en jeu entre enseignement, vulgarisation, sensibilisation, apprentissage, qui sont des phénomènes qui sont proches, qui sont frères, qui sont cousins, mais qui ne sont pas les mêmes. Et selon avec quoi on arrive pour penser la situation, on construit quelque chose de différent. Voilà, je vous remercie.